Bonjour jeunes gens, alors voici une nouvelle vidéo sur le prochain chapitre d'Histoire. Le principe de cette vidéo, c'est qu'à tout moment, vous pouvez faire pause et ainsi noter correctement ce qu'il y a à noter dans votre cahier et faire en sorte que tout cela soit propre. Alors avant de commencer, juste une description, vous n'avez pas besoin de noter, de mon fond de diaporama. Une couverture d'un cahier d'école de 1900 qui est faite par Georges Dacher. C'est une couverture qui évoque les colonies françaises. Il s'agit là d'une propagande française. C'est-à-dire que les Français cherchent à insister sur certains faits, à les amplifier. Ici, on peut le voir sur le bouclier. La France amène à ses colonies le progrès, la civilisation et le commerce. C'est donc une propagande. Car seuls les bienfaits de la colonisation sont montrés. Vous avez aussi la représentation de la France à travers cette Marianne qui, souvenez-vous, est une allégorie de la France, c'est-à-dire une représentation, une personnification de la France. Allez, à vos stylos, à vos cahiers, on tourne la page pour un nouveau chapitre et on prend le crayon rouge. Chapitre 9, Conquête et société coloniale. En guise d'introduction, je vous propose 3 questions qui guideront notre cours. Pourquoi et comment les Européens se lancent-ils à la conquête du monde? Comment les sociétés sont-elles organisées dans les colonies? Et enfin, comment l'esclavage est-il définitivement aboli en France? Ces 3 questions reflètent les 3 points de mon plan. Et donc tout d'abord, grand 1 en rouge, la formation des empires coloniaux. Pour reprendre et reformuler la première question de l'introduction, on va étudier pourquoi et comment les puissances européennes, telles que la France, partent-elles à la conquête de nouveaux territoires. Pour ce faire, je vous propose d'ouvrir votre manuel aux pages 114-115, de lire chaque document et de reproduire le tableau suivant. Vous devez y indiquer les motivations politiques, économiques et morales de la France pour aller coloniser. À l'intérieur de ce tableau, vous avez les documents qui font référence à ces motivations. Allez, faites pause sur la vidéo et faites l'exercice consciencieusement. Voici la correction que je vous propose pour ce tableau. Tout d'abord, le document 1 montre les motivations politiques. Ainsi, Jules Ferry évoque dans le dernier paragraphe qu'il s'agit pour les puissances européennes de rayonner. S'il n'y avait pas de colonie, c'était de descendre du 1er au 3e, au 4e rang. Ce que veut dire Jules Ferry ici, homme politique français de la Troisième République, c'est que la France est en concurrence avec les autres pays d'Europe afin d'avoir la première place en termes de colonisation. Et donc, plus on a de colonies, plus on est puissant face aux autres pays européens. Deuxième ligne du tableau à remplir, les motivations économique. Le document 1 vous montre que les colonies sont un placement de capitaux des plus avantageux. Ainsi, pour les pays européens, les colonies permettent de faire du commerce ou encore de vendre leurs produits industriels. Dans le document 3, nous pouvons voir que les colonies sont aussi une manne agricole, c'est-à-dire qu'ils produisent de l'agriculture que les pays européens peuvent utiliser ou revendre. Notre dernière ligne du tableau peut être la plus complexe. Il s'agit des motivations morales pour les pays européens. Dans le premier document, c'est évoqué au 2e paragraphe. Jules Ferry évoque le côté humanitaire et civilisateur des pays européens. Ainsi, il évoque, selon son expression, plusieurs races, des races supérieures que sont les Européens. Ces Européens doivent civiliser, selon son expression, les races inférieures, les peuples colonisés. Cette couverture de cahier d'écolier évoque bien cet argument énoncé par Jules Ferry. Toujours pour les motivations morales, le document 2 évoque aussi la christianisation des peuples colonisés. En effet, on leur apporte la bonne religion, on les civilise face à la religion, que ce soit les chrétiens catholiques ou les chrétiens protestants, les Anglais par exemple. Dans le même ordre d'idées, pour le même argument, ce qui n'apparaît pas dans votre manuel, ce sont ces enseignants qui viennent aussi civiliser par l'école.
Et puis dernier argument pour les motivations morales, c'est le document 4. Les colonisateurs sont persuadés d'apporter la richesse aux colonies. Ainsi, vous voyez la Marianne, l'allégorie de la France, qui apporte une corne d'abondance, symbole de richesse. Allez, après cet exercice et ce tableau, passons à la trace écrite de votre cours. Vous pouvez d'abord noter que dès le début du 19e siècle, les puissances européennes, notamment la France et la Grande-Bretagne, se lancent dans une course aux colonies, c'est-à-dire se lancent à la conquête coloniale. Ils souhaitent faire cette conquête pour 1. Développer leur commerce, 2. Accroître leur puissance à l'échelle internationale vis-à-vis des autres pays, et 3. Étendre leur civilisation. Vous pouvez aussi noter la définition de colonisation. C'est une conquête et une domination d'un territoire par un autre territoire. Je propose d'arrêter la vidéo, de reprendre ce cours à un autre moment, un autre jour. Allez, nous sommes repartis pour une nouvelle partie. Grand 2 en rouge, la conquête et la colonisation de l'Afrique. Vous pouvez ensuite écrire en vert A, la conquête. Vous l'aurez compris, le B sera la colonisation. Et nous allons d'abord réaliser les exercices à la page 116, les questions 1, 2 et 3. À nouveau, faites pause et réalisez cet exercice. Je vous propose la correction de cet exercice à la page 116. Tout d'abord, donc, la première question. À l'aide du document 1, vous deviez montrer quelle puissance ont colonisé l'Afrique. Cette carte vous montre les différents pays européens qui sont venus coloniser l'Afrique. Ce qu'il faut essentiellement retenir, c'est la France et la Grande-Bretagne. Pour l'anecdote, les Français ont tenté de conquérir l'Afrique d'est en ouest et les Britanniques du nord au sud. Ils se sont d'ailleurs rencontrés à Fashoda en 1898, mais les Britanniques ont réussi à s'imposer face aux Français. Vous pouvez le voir sur la carte au milieu de l'Afrique. Question 2. Avec le document 2 et 3, de quelle façon les Européens imposent-ils leur domination? Sur le document 2, vous pouviez voir que les Africains ont été séduits grâce à des petits cadeaux. Je vous ai souligné la phrase qu'il fallait retenir. Et sur le document 3, vous pouviez voir la force armée des puissances européennes face aux peuples africains. Dernière question, question 3, document 1, 2 et 3. Comment réagissent les populations locales? Sur la carte du document 1, vous pouvez voir que les populations réagissent avec des zones de résistance armée face à la conquête. Ce sont les petits losanges de la carte. Le document 2 évoque l'acceptation des cadeaux. Et puis le document 3, à nouveau, évoque la résistance armée des Africains face aux Européens. Allez, passons à la trace écrite, c'est-à-dire au cours, ce que vous devez absolument noter dans votre cahier. À partir de 1870, les conquêtes s'intensifient et les tensions entre les pays européens sont fortes. Les Européens utilisent souvent la force militaire pour coloniser. En 1914, le partage colonial est quasiment fini, en ce qui concerne l'Afrique en tout cas. Vous pouvez le voir sur cette carte à la page 111 dans votre manuel. L'Afrique est quasiment colonisée, sauf le Libéria et l'Éthiopie. Toujours en trace écrite, vous pouvez noter que la Grande-Bretagne dispose d'un empire très important, le plus vaste, et ensuite c'est la France. À nouveau, vous pouvez faire pause à cet endroit dans le cours, nous reprendrons un autre jour ou un autre moment. Allez, c'est reparti, retournons à faire le cours ensemble. Nous allons passer au B, toujours du grand 2. Le B, l'organisation de la société coloniale, et nous allons faire l'exemple de l'Algérie. Avant toute chose, je vous demande d'ouvrir la page 118. Avec les documents 1 et 2, vous devez répondre à ces deux questions. La première, vous devez montrer que l'Algérie est une colonie de peuplement. Aidez-vous pour cela du vocabulaire. Et puis la deuxième, vous devez montrer les inégalités entre les colons et les colonisés, c'est-à-dire entre les Européens et les populations implantées là avant la colonisation. Allez, appuyez sur pause et faites les exercices tranquillement. Allez, procédons à la correction. Pour la question 1, montrez que l'Algérie est une colonie de peuplement. Tout d'abord, la définition de colonie de peuplement. Il s'agit d'un territoire colonisé dans lequel s'installe un grand nombre d'habitants venus de métropole. Ici, en Algérie, ce sont les Français. Vous n'êtes pas obligé de noter la définition, on la notera dans la trace écrite. Alors, le document 1 vous donnait des indices sur la colonie de peuplement. Regardez les éléments que j'y ai soulignés.
Tout d'abord dans le chapeau, la confiscation d'une partie des terres appartenant aux populations locales pour les donner donc aux Français. Et puis, de nombreux agriculteurs français qui s'installent donc en Algérie. Deuxième question, montrer les inégalités sociales entre les colons et les colonisés, ou les indigènes, les populations algériennes. Le document 2 vous montrait ces inégalités. Vous aviez d'abord en bleu les Européens et en vert les Algériens. Vous constatez que les Européens vont davantage à l'école, que les Européens sont bien mieux payés ou encore que les Européens ont des tailles d'exploitation agricole plus grandes. Après l'étude de ces documents, nous pouvons passer à la trace écrite. D'abord des définitions. Colonie de peuplement, c'est une colonie dans laquelle la métropole envoie de nombreux colons. Par exemple les Français en Algérie, ils s'y installent durablement. Autre type de colonie que l'on n'a pas étudié, ce sont les colonies d'exploitation. Ce sont des colonies qui sont créées par la métropole pour exploiter leurs richesses naturelles. Ça peut être des minerais, mais ça peut être aussi comme richesse la main-d'œuvre. Ainsi, vous voyez sur cette photo l'exploitation de la main-d'œuvre au Congo, qui est une colonie française aussi. Donc vous l'aurez compris, la différence entre colonies de peuplement et colonies d'exploitation, c'est que dans les colonies d'exploitation, les Européens ne viennent pas en masse pour y habiter, contrairement aux colonies de peuplement. Toujours dans la trace écrite, vous pouvez noter que la plupart des colonies sont des colonies de peuplement, où on exploite donc soit la main-d'œuvre, soit des produits tropicaux, des matières premières, par exemple le charbon ou les minerais. D'autres, moins nombreuses, sont des colonies de peuplement. Nous l'avons étudié avec le cas de l'Algérie, par exemple. Il est temps de faire à nouveau une pause, de revenir à un autre moment ou un autre jour pour voir la suite du cours. Allez, c'est reparti pour la troisième et dernière partie du cours, Grand 3, l'abolition de l'esclavage. Je vous demande, avec une double page, les pages 112-113, de lire les documents afin de mieux maîtriser l'abolition de l'esclavage. Allez, à nouveau, prenez le temps de cette lecture en faisant pause. Passons maintenant à la trace écrite de cette dernière partie. Tout d'abord, pour rappel, la traite négrière est définitivement interdite en 1815. Puisque vous avez découvert aux pages 112-113, c'est qu'il faut attendre 1848, sous la Deuxième République française, pour que l'esclavage prenne fin dans les territoires des colonies françaises. Cependant, même si l'esclavage est interdit en France, le travail forcé reste de mise pour exploiter la main-d'œuvre locale, c'est-à-dire les indigènes. En guise de conclusion, je veux simplement vous proposer une date, puisqu'il faudra attendre le 10 mai 2001 et la loi Taubira pour que l'État français reconnaisse l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Vous pouvez noter cette date historique. Voilà, notre chapitre 9 s'achève ainsi. Vous avez bien travaillé, je vous félicite. Je vous dis au revoir et à très bientôt, j'espère, en vrai.